Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il y a en ce moment des histoires marseillaises et corses qui circulent à Paris, et je crois qu'il vaut mieux les prendre au sérieux. L'événement sportif des 6 premiers mois de l'année, c'est incontestablement demain, Marseille-Bastia pour la finale de la Coupe de France de football, dans un Parc des Princes tout neuf et tout beau. Dans cette finale du Soleil, même l'arbitre est un homme du Sud. Monsieur Frossiel est né en effet à Hussein-D en Algérie. Il vit et enseigne à Agen, comme le rappelle mon confrère la Marseillaise. Des mesures de sécurité tout à fait exceptionnelles sont d'ores et déjà prises pour ce qui est une rencontre sportive, faut-il le rappeler, et qui s'est préparée dans un climat passionné, vous le savez. Prenons l'exemple de Marseille avec Pierre Cangioni. Un pèlerinage profane à la bonne mère qui veille aux destinées de la cité, ça maintient les traditions, mais ça ne trouble en rien les activités, en particulier celle du ferry-boat. Il fait chaud à Marseille dans la journée. Aussi les supporters, déjà habitués aux grandes confrontations, affichent-ils une sérénité lascive, teintée d'un peu de clémence pour leurs amis corses. Alors, Panis, ça mord aujourd'hui? Pas trop. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les poissons, en ce moment, mais alors, ils veulent rien entendre. Mais fait, c'est pas trop important, ça va. Nous pensons plutôt à la coupe qu'aux poissons, en ce moment. Alors, dimanche, vous allez être où? Et naturellement, on part des Princes, hein, comme tous les Marseillais. Mais fait, ça va être un joli match, je crois, moi. Un bon match de la part des Corses et des Marseillais. Vous avez un pronostic? Naturellement. C'est pas pour les Corses, ils sont gentils, mais Marseille, croyez-moi, c'est une drôle d'équipe. Hein. Hop, je prends Genting, non? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur? Ben, je ravote une planche, là, pour faire une poulie. Vous êtes le dernier à faire des poulies? Ah oui, nous sommes le dernier de la lignée des poulieurs à Marseille. Et dimanche prochain, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, dimanche prochain, je serai devant la télévision pour regarder ce fameux match qui attire tant de monde. Alors, Bastia peut gagner, non? Les chances de Bastia sont minimisées, sont très... Vous savez, je ne peux pas trop vous dire, hein, mais je pense que l'OM est supérieur. Vous voyez un score? Score de 2 à 1. Score à peu près comme ça. Vous donnez quand même un but à Bastia? Un but à Bastia quand même. C'est pour leur faire plaisir? C'est un but de consolation. Paradoxalement, c'est la nuit, quand baisse la température, que monte l'enthousiasme des 3000 choristes à l'entraînement. Je vais vous demander le président Leclerc. Je voudrais savoir quel est votre avis, quel est votre pronostic pour dimanche? 3-0 pour l'OM. Et vous, monsieur le maire? Il ne peut pas faire moins que le président. Écoutez, disons 8-0 et n'en parlons plus. Télésoir vous montrera qu'à Bastia, c'est à peu près la même chose. Il est plus prudent, je pense, de ne pas s'aventurer à faire un pronostic, surtout si on a l'intention d'assister au match ou si on veut un jour aller à Marseille ou à Bastia. Peut-être une solution dans la crise du lait. À Rennes, malgré la rupture ce matin après une longue nuit de négociations entre producteurs et transformateurs de lait, 2 accords locaux ont été conclus. Mais pour faire le point, j'appelle Rennes Alain Le Garec. Rennes. La négociation avait débuté à 15 h à la Chambre des agriculteurs dans un climat particulièrement tendu. 16 heures de discussion, 8 suspensions de séance, des points de compromis qui semblent être en mesure de satisfaire une large majorité, mais toujours des éléments de litige prolongeant la discussion. Éléments de litige qui du reste se sont avérés insurmontables, et à 6h50 ce matin, les fédérations syndicales des exploitants du Finistère, du Morbihan et des Côtes-du-Nord quittaient définitivement la salle. C'était l'échec. Nous n'avons pas abouti à un accord, nous avons essayé plusieurs négociations, nous n'avons pas abouti. Et nous sommes extrêmement déçus. Oui, alors quel est l'objet de ce non-accord? L'objet de ce non-accord, 2 points précis.
Premier point, le prix de base. Le prix de base moyen sur la campagne laitière. Deuxième point de désaccord, c'est le prix particulier au mois de mai. Le grand désaccord résidait entre les producteurs du part et les industriels privés d'autre part. 59 centimes d'accord, mais avec prime exigée les uns, sans prime imposer les autres. Monsieur Nous avons dû constater que nos propositions n'ont pas été comprises par tous les producteurs qui participaient à cette réunion. Nous avons pourtant conscience d'avoir fait un effort considérable, car malgré la situation extrêmement mauvaise du marché, nous sommes engagés à payer pour l'ensemble de l'année le prix indicatif du lait. Il nous a été demandé un prix exceptionnel pour le mois de mai. Nous n'avons pas pu considérer que le prix du lait devait être réglé au mois le mois, mais conformément d'ailleurs aux demandes qui nous sont faites par les producteurs, que le prix du mois de mai devait être réglé dans le cadre d'une grille annuelle. Et finalement, c'est à 9h30 ce matin que M. Fouquin, représentant le ministre de l'Agriculture, donnait le point de vue des pouvoirs publics. Ainsi qu'il en avait été décidé, une table ronde vient de se tenir à Rennes en vue de tenter de résoudre le conflit du lait en Bretagne. Cette réunion, malgré un rapprochement notable des points de vue, n'a pu aboutir ce matin, du fait du désaccord entre producteurs et transformateurs sur le problème du paiement du lait pour le mois de mai. Cependant, le représentant du ministre de l'Agriculture prend acte des accords intervenus à la suite de la réunion dans plusieurs entreprises coopératives. Il reste, en ce qui le concerne, à la disposition des producteurs et des transformateurs pour reprendre son rôle de bons offices. Depuis, les positions ont quelque peu évolué. Je crois qu'il y a des contacts en ce moment à Rennes et nos correspondants, Alain Le Garec, qui a suivi toute la négociation, pourra nous appeler dans le courant de ce journal si évidemment il y avait des choses nouvelles. À Paris, et c'est autre chose, la police est intervenue à 2 reprises ce matin contre des occupations illégales d'immeubles. Dans le 20e arrondissement, elle a expulsé une vingtaine de squatters, des mal logés qui avaient décidé d'occuper des appartements vides. Dans le 12e arrondissement, près de la gare de Lyon, elle essaie de déloger un groupe de jeunes gens qui sont barricadés à l'intérieur d'un immeuble. L'étranger à présent, les Européens face à leurs responsabilités. Le président de la République, M. Pompidou, a dit hier, sans mâcher ses mots, les 4 vérités de Paris, en faisant savoir qu'il commence à se demander s'il vaut vraiment la peine de convoquer en octobre à Paris une conférence européenne au sommet. Le président Pompidou a montré qu'une fois de plus, le marché commun et la construction européenne sont en crise. Maurice Werter. Mais c'est une crise qu'on sentait venir, surtout depuis la semaine dernière, depuis la conférence des ministres des Affaires étrangères des 10 à Luxembourg, et là, qui était précisément réunis pour préparer la conférence au sommet de Paris. À Luxembourg, j'ai personnellement senti une impression assez décourageante de voir les ministres des Affaires étrangères discuter de façon parfaitement abstraite des institutions du marché commun, alors que l'objet du sommet de Paris est au contraire de préparer des buts concrets, des buts communs, des projets à réaliser en commun et des projets concrets qui vont de la création de sociétés européennes ou brevets européens à l'aide commune aux pays du tiers-monde. Sur quoi portent les divergences particulières? Eh bien, si vous voulez, la querelle tourne autour du rôle et cette querelle qui tourne autour du rôle et des pouvoirs de la Commission du marché commun ou du Parlement européen fait penser irrésistiblement à une autre querelle qui est tout à fait hors de saison et qui porte sur la supranationalité. Encore une fois, la question est la suivante, dit-on du côté français. Faut-il mieux faire ensemble des choses et au besoin adapter les institutions qui ne sont que des outils à ces choses, ou alors mettre au point de superbes institutions qui ne feront rien d'autre que moudre du vent? Alors, la question que se posent ce matin les Français et les Européens, est-ce que la crise est vraiment grave? Est-ce que ça veut dire que le prochain sommet dont il est question est menacé, compromis? Personnellement, je ne le crois pas. J'ai bien l'impression que l'avertissement du président Pompidou suffira à faire revenir sur terre ceux qui rêvent un peu, d'autant plus qu'il y a d'autres dirigeants du marché commun qui ne sont pas loin de penser comme lui, les Anglais par exemple. Quant à l'Allemagne, ces dirigeants sont des réalistes et maintenant qu'ils sont à peu près tranquilles du côté de la mise en application de leur politique à l'Est, je crois qu'ils auront un peu plus de loisirs pour réfléchir sérieusement à la construction européenne. C'est précisément un grand jour pour Berlin, pour l'Europe et pour la détente entre l'Est et l'Ouest. Les ministres des Affaires étrangères des 4 vainqueurs de Hitler, la France, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis, viennent de signer, comme vous le voyez, l'accord sur Berlin qui entrera en vigueur dimanche 0h. Les 3 occidentaux avaient dîné hier chez le chancelier Brandt à Bonn, satisfaits d'un accord durement négocié rendu applicable après la difficile ratification par le Parlement de Bonn des traités de Moscou et de Varsovie.
Pour M. Schuman, c'est là un événement sans précédent qui marque un commencement pour la détente en Europe. Je vous rappelle que l'accord des 4 sur Berlin favorise, vous voyez M. Schuman, favorise l'accès à Berlin, les passages des Berlinois de l'Ouest à l'Est, les échanges entre les deux Allemagnes. Il sera effectivement suivi de toute une série d'accords dans les semaines à venir. Vous voyez ici Lord Hume. M. Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères, se rendra en fin d'après-midi à Bonn pour marquer solennellement, avec le chancelier Brandt, l'entrée en vigueur du traité de Moscou. Cela aussi, comme le dit en ce moment M. Schuman, c'est un événement très important. L'Asie, l'offensive communiste au Sud-Vietnam entre dans son 3e mois. Moins de batailles, mais autant de drames et de cruauté. Une équipe d'information première, Claude Manuel, Jean-Louis Saporeto et Jean Hénaf, a vécu les drames et leurs conséquences politiques à Saïgon. Les combats aussi pendant 1 mois et demi. Claude Manuel, vous venez de rentrer. Est-ce que je peux vous demander d'abord ce qui se passe sur le terrain, de façon militaire, qui tient quoi, en quelque sorte? En effet, nous avons pendant 6 semaines fait le tour de ce qu'il faut appeler les 3 fronts, disons, vous le savez, au nord du Sud-Vietnam, c'est-à-dire au-dessus de Hue, je schématise, sur le front des hauts plateaux, c'est la région dont on parlait ces jours-ci, en particulier des combats qui se livraient autour de Kontum, c'est donc à l'ouest, à peu près à mi-hauteur du pays, et sur le 3e front, qui est celui où on se bat maintenant depuis 55 jours autour de cette fameuse ville de Han Loc, important car c'est à 80 km de Saïgon. Alors, pour dire qui tient quoi, on va procéder, si vous voulez, par élimination. Tout d'abord, on peut parler, par exemple, des Nord-Vietnamiens et des Viet Cong. On peut dire, par exemple, que s'ils ont, dans cette offensive, s'ils ont voulu prendre des villes, pour le moment, à part Quang Tri, qui est au nord de Hue, qui est une ville de relativement faible importance, ils n'ont pas réussi à prendre de façon spectaculaire des villes. Ils n'ont pas pris Hue, ils s'en sont approchés, ils sont à peu près limités à hauteur de la rivière My Chang, qui est à 25 ou 30 km au nord de Hue. Ils n'ont pas pris de ville, ils n'ont pas pris Han Loc. Il y a toujours à Han Loc, à 80 km de Saïgon, sur la route nationale numéro 13, que les Nord-Vietnamiens et les Viet Cong ont descendu en venant du Cambodge. Il y a toujours à Han Loc des Sud-Vietnamiens qui sont prisonniers dans Han Loc avec tout autour, non pas une ceinture, mais une agression tout autour de la ville qui maintient les Sud-Vietnamiens prisonniers dans Han Loc. Et c'est précisément en remontant cette route nationale numéro 13 que d'autres unités sud-vietnamiennes veulent débloquer la route de façon assez large, plusieurs kilomètres de chaque côté de la route pour pouvoir apporter des renforts. Les Nord-Vietnamiens n'entrent pas à Kontum, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas entrer, ou à Han Loc, ou parce qu'ils ne veulent pas entrer? Ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre quand on est observateur sur le terrain aux côtés des soldats sud-vietnamiens. On ne peut pas savoir quelles sont les intentions de l'état-major de Hanoï si l'on voulait vraiment prendre Kontum. Je crois, Kontum ou Han Loc, peu importe, je crois qu'il faut donner une précision. C'est qu'il ne faut surtout pas imaginer que ce soit Kontum sur les hauts plateaux ou Han Loc à 80 km de Saïgon, il ne faut pas imaginer une ville, une forteresse défendue. Il y a une ville et puis il y a autour de la ville des bases sud-vietnamiennes importantes et on se bat d'une part pour la ville et d'autre part pour ses bases. Qui fait la guerre du côté du Sud-Vietnamien? Vous avez été près des combattants. Quel âge ont les combattants? Comment se comportent-ils? Et est-ce qu'on voit des conseillers américains? Alors, on voit sur le terrain, essentiellement au niveau du combattant, au niveau du simple soldat, du sous-officier, de l'officier de grade de lieutenant ou capitaine, on voit sur le terrain des hommes jeunes. Les capitaines ont 26 ans, il y a des colonels qui ont à peine 40 ans, on voit des hommes du côté sud-vietnamien jeunes. Les Américains, ce sont les conseillers, il faut rappeler qu'il y a essentiellement 350 équipes de 5 conseillers dans les différents points stratégiques du Sud-Vietnam. Ce sont en général des officiers de rang assez élevés et qui sont aux côtés des officiers supérieurs sud-vietnamiens et qui sont vraiment des conseillers, qui ne se battent pas, bien entendu. À cela, il faut ajouter, sur le plan effectif, disons, les opérations de bombardement faites par les appareils de la 7e flotte, et les transports en hélicoptère faits en partie encore par des appareils américains. Est-ce que les Sud-Vietnamiens ont retrouvé leur morale? Parce qu'à un certain moment, vous nous montriez des images de Sud-Vietnamiens abandonnant les lieux du combat. Est-ce que maintenant, il y a eu une reprise en main? C'est un fait qu'à Quang Tri, par exemple, oui, il y a eu ce qu'il faut appeler une défaite. On a vu des images, c'est un fait qui n'est pas contestable. Il y a eu, à ce moment-là, une baisse dans le moral de la troupe sud-vietnamienne.
Et maintenant, le président Thieu, par exemple, ces jours derniers, est allé à Kontum, où on se battait, est allé à Hué, et on sent derrière lui, sur le plan de l'armée, disons, un soutien, et le moral est remonté, je crois qu'on peut le dire de façon assez nette. Dans la population aussi, comment l'avez-vous trouvé très rapidement? Désabusée, inquiète, et surtout comment a-t-elle suivi le voyage du président Nixon à Moscou? Alors, je crois qu'on peut dire plutôt désabusé dans la population. Si l'on prend l'exemple du voyage du président Nixon à Moscou, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça s'est passé, disons, dans l'indifférence au Sud-Vietnam, en particulier à Saigon. Et d'autre part, les hommes politiques sud-vietnamiens qui parlaient de ce voyage étaient en général assez pessimistes, en disant toujours, quelle que soit leur tendance favorable ou hostile au gouvernement du président Thieu, en disant toujours que la solution était sur le terrain. Merci Claude Manuel. Nous verrons très rapidement dès mardi soir, je pense, votre témoignage long. Je crois que c'est assez exceptionnel qu'une équipe de télévision reste aussi longtemps et qu'elle suive à la fois les combats et la situation politique. Nous la verrons dans une première, mardi soir à 20h30. On m'appelle une toute petite minute, je vous demande pardon. Oui, eh bien, nous avons Rennes, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine évolution dans les négociations qui n'avaient pas abouti la nuit dernière. Rennes, Alain Le Garec, qui suit pour nous la négociation entre producteurs et transformateurs de lait. Je vais vous dire tout de suite, Jean-Pierre Elkabbach, que ce n'est pas une certaine évolution, mais une évolution certaine. Ce qui s'est passé ce matin à Rennes peut être considéré comme un véritable coup de théâtre. Le mot n'est pas trop fort, puisqu'en effet, à la suite de l'échec de la table ronde de cette nuit, une réunion a regroupé syndicalistes, représentant donc les producteurs et les coopérateurs. Et cette réunion vient d'aboutir à un accord. En effet, cet accord règle momentanément, bien sûr, mais il règle quand même le conflit sur place. Je veux dire par là que les collectes de lait reprennent actuellement en Bretagne, les camions sont débloqués, les usines recommencent à tourner. Et cette réunion, en fait, elle vient de se terminer à l'instant, c'est assez extraordinaire, dans les locaux même de la rédaction ORTF de Rennes. Voici d'ailleurs ce que m'a déclaré il y a quelques instants le président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, M. Gilles Possémé. Écoutez. Monsieur Gilles Possémé, que s'est-il passé ce matin après l'échec de la table ronde? Eh bien, je voudrais d'abord vous dire, à mon avis, pourquoi il y a eu échec. Si les pouvoirs publics ont apporté des mesures constructives en ce qui concerne les mesures à moyen terme et à plus long terme, il n'en a pas été de même en ce qui concerne les mesures à court terme. Et comme rien n'a été apporté capable de résoudre la crise actuelle, nous nous sommes trouvés devant des difficultés avec les transformateurs pour qu'ils nous donnent le prix que nous réclamions. Cependant, nous nous sommes mis assez rapidement d'accord ensuite, après l'échec de la première discussion, avec les coopératives. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles avaient déjà conclu des accords les jours précédents et également le ramassage, la collecte du lait avait déjà repris depuis 1 ou 2 jours dans plusieurs d'entre elles. En ce qui concerne les industriels, puisque nous n'avons pas pu conclure d'accord global avec eux, eh bien je pense que la discussion va se poursuivre au coup par coup, soit par département, soit par entreprise, car sur le plan économique, ce sont des outils importants, valables, auxquels nous tenons et que nous voulons malgré tout pas mettre en difficulté. Je vous remercie. Merci Rennes. Nous prenons acte de l'accord qui a été réalisé, qui met donc un terme à la crise du lait en Bretagne. Patrick Chemin et Robert Gouret ont battu tous les records de plongée, moins 610 mètres. Et il leur a fallu 9 jours et 16 heures pour remonter et retrouver la terre ferme. L'expérience de plongée fictive de la COMEX Physalis 6 se termine. Les 2 plongeurs sont en ce moment dans ce caisson, ici à Marseille. Robert Gouret et Patrick Chemin, je vous le rappelle, ont battu le record du monde de descente fictive en atteignant la profondeur de moins 610 mètres. Robert Gouret, Patrice Chemin, pendant votre descente à moins 610 mètres, qu'est-ce que vous avez surtout éprouvé physiquement? Eh bien, à partir de 450 mètres, quelques troubles respiratoires qui se sont traduits par un essoufflement après chaque effort. Mais ça, c'était pendant la journée. Est-ce que pendant la nuit, pendant que vous dormiez, il se passait le même phénomène? Il y avait des troubles respiratoires également, mais il y avait des problèmes de sommeil, il était très difficile de dormir, et le peu de temps que nous passions à dormir était troublé par des rêves assez extra d'ailleurs. Lesquels? Des rêves de l'impression de sensation de lévitation, déplacements à grande vitesse, enfin très sympa.
instructeurs, nous sommes à l'intérieur du caisson où Patrice Chemin et Robert Goret viennent de passer 18 jours. Vous les avez suivis pendant ces 18 jours et avec ce record de moins 610 mètres, est-ce que vous avez vraiment appris quelque chose de neuf? Nous avons appris quelque chose de très intéressant. C'est cette susceptibilité à la pression, à la densité des gaz pendant le sommeil, beaucoup plus que pendant l'effort. À 580 mètres exactement, lors de la dernière descente, on a fait faire un test d'effort aux deux plongeurs. 130 watts, c'est pas mal, vous savez, à la bicyclette, ils ont réalisé 130 watts pendant 3 minutes chacun, sans s'essouffler notablement. Nous avons été surpris de leur possibilité donc d'effort physique et de ventilation dans l'effort, cette ventilation contrastant avec leur sommeil. Donc il est plausible de penser que l'effort dans l'eau à 600 mètres sera possible et plus proche, ce problème est plus proche d'être résolu que le repos dans les caissons à 600 mètres. Le Français Patrick Poisy, en demi-finale des internationaux à Roland-Garros cet après-midi, après sa victoire devant le Fort Kodesh, Poisy retrouve l'Espagnol Orantes, Alain Millouin. Oui, le match débutera à 14 h. Patrick Poisy n'est pas favori, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a quand même déjà rencontré Orantes 3 fois. Il l'a battu une fois, il a été battu 2 fois. Rendez-vous donc à 14 h. Le match sera télévisé à 14 h 30. Et puis hier, on a remarqué aussi un Premier ministre qui jouait fort bien au tennis. Il s'agissait de M. Chaban-Delmas, que nous retrouvons d'ailleurs maintenant sur le court. M. Chaban-Delmas a déjà remporté 6 fois le messieurs vétérans des internationaux de France. Associé à son partenaire habituel Henri Pelliza, il s'est qualifié hier pour les demi-finales devant le double franco-australien Caro Cronk en 2-7, 6-3 et 6-1. M. Jacques Chaban-Delmas, que l'on connaît avec son pull sombre, devait d'ailleurs réussir le point décisif sur une volée de revers. La volée, c'est l'arme favorite du Premier ministre qui, sur les cours de Roland-Garros, s'exprimait de belles qualités de gagneur. En athlétisme, Mathurin Guidrut a réalisé une forte performance dans le 110 mètres haies. Je crois qu'il a frôlé de très peu de choses le record du monde. C'est ça, pour 2 centièmes de seconde seulement. Guidrut, hier, a manqué le record du monde du 110 mètres haies. Guidrut, que nous allons retrouver maintenant à l'entraînement. Le jeune athlète français a égalé pour la 3e fois cette saison son record de France en 13 secondes 3. Il disputera un nouveau 110 mètres haies aujourd'hui à Sotteville et il partira lundi avec Roger Bambuc et Jacques Pani aux États-Unis pour y disputer les championnats nationaux américains à Seattle à la mi-juin. Que le théâtre devienne une fête pour tous. Après le TNP de Jean Vilar et de Gérard Philippe, le ministre des Affaires culturelles, M. Jacques Duhamel, lance une expérience assez révolutionnaire. Il a confié pour 3 ans à 3 hommes, 3 amis de Villeurbanne, Roger Planchon, 41 ans, Robert Gilbert, 42 ans, et surtout Patrick Chéreau, 28 ans, un TNP nouvelle formule. Le Théâtre national populaire ouvrira et naîtra officiellement le 1er janvier 1973, mais il met déjà au point ses conceptions et ses spectacles. Avec Jean-Luc Léridon, nous avons vu à Villeurbanne les responsables du TNP. Bien, je crois que nous allons essayer de reprendre une idée qui était au départ du TNP, quand il a été fondé par Gémier, et un tout petit peu aussi au départ quand Villard a pris le TNP. C'est-à-dire de faire un grand théâtre national qui rayonne sur la totalité de la France. C'est une des idées centrales que nous avons, c'est-à-dire que on va essayer de faire un rayonnement du TNP, non pas sur une ville, Paris, mais de faire le premier théâtre national. Les théâtres nationaux, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été parisiens en définitive, et on va essayer de faire un rayonnement sur la totalité de la France et sur la francophonie. Le TNP arrive maintenant et il y a un énorme travail à faire, je crois. C'est vraiment difficile de savoir ce que ça va être. C'est une grosse entreprise. Je veux dire, elle peut réussir comme elle peut complètement rater complètement aussi, je veux dire. Le TNP pour nous, enfin, ça a été un élément tellement important dans notre jeunesse. Enfin, dire Jean Vilar, c'est pas rien. Et tout d'un coup, c'est le TNP à Villeurbanne. Enfin, c'est une chose, enfin, si vous voulez, dont on parle mal parce que, en même temps, enfin, c'est une responsabilité énorme. Et puis, personnellement, si vous voulez, ça m'émeut profondément. Donc, faisons les choses, n'en parlons pas, faisons-les. Tout d'abord, il y aura 2 troupes. Il y en a une qui sera dirigée par Patrice Chéreau et une qui sera dirigée par moi. Et
Les deux troupes seront par moments groupées, d'autres moments séparées, enfin avec tout un système un peu compliqué à parler en 3 minutes. Mais enfin l'idée c'est d'arriver dans un lieu, dans une ville de grande, de petite ou moyenne importance et d'organiser pendant un mois par exemple un grand festival, c'est-à-dire que brusquement le public se trouvera confronté avec, disons, 4 pièces, plus une grande exposition, plus tous les débats que l'on pourra faire. Enfin, c'est organisé dans une ville de province française, une espèce de festival d'hiver. Quel genre de pièce vous choisirez? Oh, je crois que l'important, enfin, c'est de toucher par des thèmes qui soient contemporains. C'est ça l'important, plus qu'autre chose. Enfin, il n'y a pas de théâtre a priori populaire, ça n'existe pas. Il y a un théâtre qui devient populaire, mais ça n'existe pas, le théâtre populaire. Ceci dit, notre travail sera plus compliqué parce que on sait qu'on pourrait obtenir un gros succès public en montant que des classiques. La difficulté pour nous, c'est de trouver enfin un nouveau répertoire et qui quand même débouche sur le grand public. Il y a une voie qui peut être intéressante, qui est une recherche de plus en plus aiguë sur la qualité du répertoire, sur la nature des œuvres que nous présentons, pour faire en sorte que le rapport de ces œuvres avec nos spectateurs soit un rapport tantôt agressif, si vous voulez, que les œuvres que nous présentons surprennent, irritent même quelquefois un peu, mais qu'il y a un véritable rapport vivant entre le théâtre que nous présentons et nos spectateurs. Ce poids doit mettre en balance une couronne, ou sinon inlassable. Je ferai fatiguer le monde entier et le ferai céder. Je ne crois pas au théâtre slogan parce que j'ai toujours très peur que le théâtre slogan ne peut convaincre que des convaincus. Enfin, je crois que c'est pas ça le théâtre. La fonction du théâtre n'est pas là. Enfin, d'abord parce que les slogans le disent mieux que le disent les gens de théâtre qui font des slogans. Les slogans des gens de théâtre sont plus maladroits que les slogans faits par les hommes politiques, qui sont toujours plus habiles. C'est leur métier. Et je crois que c'est pas comme ça que se produit un ébranlement. Je crois qu'il y a des spectacles comme des livres qui produisent de grands ébranlements politiques. En définitive, nous sommes des travailleurs indépendants. Et vous voulez le rester? Oui, par rapport au gouvernement et par rapport aux groupes de pression qui peuvent exister. Nous ne sommes pas un théâtre nationalisé. Nous sommes une société anonyme, subventionnée par l'État, totalement privée. Le gouvernement n'a pas le droit de nous censurer une seule pièce, ce qui est un changement considérable par rapport à un théâtre national. Et personnellement, j'ai toujours tenu à cette chose-là. Dans le studio de télévision, il y a quantité de militaires, hommes et femmes qui sont là. On lit Le Chat, sa 6e pièce, une pièce de politique fiction. Il a l'habitude d'écrire et de corriger ses spectacles à partir de discussions avec ses amis comédiens. Le Chat sera monté à la fin de l'année et fera probablement partie du répertoire du futur TNP. L'information pour un environnement aux petits oignons vous parle. La musique officielle démarre, la lumière monte et on voit le ministre qui parle devant son mini-décor et qui dit « Amis, mes amis ». Chers amis téléconsommateurs, une société de bien-être ne peut survivre sans un peu de spiritualité. Le ministre commence à sucer son pouce. Demain, un maître spirituel sera dans ce studio. Vous pourrez lui écrire, lui téléphoner. Il sera là pour conseiller, soutenir, combler de spiritualité le téléconsommateur. Nous avons choisi votre région. Si l'expérience est concluante, elle sera élargie à toute l'Europe. Il suce son pouce, il fait sa mèche. Une troupe, c'est un dialogue, et c'est comme une phrase, c'est-à-dire c'est fait avec plusieurs mots, ou avec plusieurs phrases. Le nouveau TNP va tenir une espèce de grand discours, et c'est composé de phrases diverses, et on ne demande pas un accord sur toutes les phrases, on demande une espèce d'accord sur le discours général. Et il est bien évident qu'il faut dans un discours général qu'il y ait certaines phrases qui fassent sursauter. Sinon, c'est pas intéressant. Et on dialogue quand même pour sursauter un peu, on dialogue pas pour tomber d'accord à toutes les phrases, sinon si on le sait déjà, on dialogue pas.
Je vous rappelle la principale information de ce journal de Télémidi. La crise du lait breton est terminée. L'accord a été conclu vers 13h17, pratiquement devant vous, en direct dans les studios de l'ORTF de Rennes. À ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Bon après-midi.